Bonjour à tous, merci d'être ici à cette table ronde sur la fraude au paiement et l'innovation technologique. Dans un contexte d'accélération de la digitalisation, la réduction des frictions sur les parcours clients et l'exigence d'instantanéité, notamment avec l'essor du virement instantané, les attentes des utilisateurs sont plus fortes que jamais, mais aussi les risques. En 2023, la Banque de France, selon les stats de la Banque de France, la fraude sur les paiements a représenté plus d'1 milliard d'euros, avec une hausse marquée sur les virements, avec un montant moyen de fraude au-dessus de 4 000 euros. La fraude, elle n'est plus marginale ni artisanale, elle est professionnalisée, industrialisée et souvent transnationale. On parle aujourd'hui de véritables risques systémiques avec des mécanismes de fraude qui sont de plus en plus complexes. La réglementation européenne, DSP2 hier et DSP3, PSR, Verification of PI demain, impose des standards comme l'authentification forte ou la vérification des bénéficiaires. Mais certains de ces mécanismes sont déjà contournés par les fraudeurs. Donc la réglementation est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Face à cette complexité croissante, c'est la technologie, combinée à une meilleure collaboration entre acteurs, qui devient la clé. C'est ce que nous allons tenter d'explorer aujourd'hui avec nos trois panélistes. Je suis Guylain Debreuil, associé chez Elancy, un cabinet de conseil en stratégie, organisation et digitale, et je vais laisser les trois panélistes se présenter. Je vais commencer, alors je ne suis pas très galant, mais je suis dans l'ordre. Donc, je suis Jean-Baptiste Bois, je suis responsable de la lutte contre la fraude chez Floa. Floa, en quelques mots, Floa c'est la fintech de BNP Paribas, qui développe des solutions de facilité de paiement et de services financiers innovants, et qui apporte et qui accompagne les nouveaux modes de consommation, comme par exemple la seconde main, et qui accompagne aussi l'activité des commerçants. Bonjour à tous, Laure Littler, moi je suis directrice générale de Honey Trust. Honey Trust, nous sommes une filiale de Honey Bank et donc de BPCE. Et donc nous faisons de la lutte contre la fraude à la fois pour les marchands, pour les commerçants, notamment e-commerçants, et pour les banques, puisque nous avons des solutions d'identification des identités synthétiques. Bonjour à tous, je suis Patricia Pinto, la cofondatrice d'Imeral, une solution de gestion client pour les entreprises réglementées de manière générale. Et l'objectif, c'est de ramener ensemble et d'unifier le profil risque client, c'est-à-dire en mettant dans un seul et même outil toutes les informations et données d'identification avec les signaux de risque qui peuvent être la fraude, le filtrage, la surveillance des transactions, etc., dans un environnement qui permet d'automatiser les process. Et donc, on va pouvoir commencer. Je vais m'adresser dans un premier temps à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quelle est aujourd'hui la réalité de la fraude? Quelle évolution vous observez ces derniers temps? Et qu'est-ce que ça implique pour Floa? Alors, l'état actuel de la fraude, je pense que ce que je dirais aujourd'hui, je pense que dans 6 mois, je dirais peut-être quelque chose de totalement différent. Tout ça pour dire que l'évolution, elle est constante de la part des fraudeurs et des attaquants et des schémas que l'on observe. Clairement, c'est une menace constante, énorme, par des acteurs qui sont très organisés, des filières qui sont très organisées, professionnalisées et qui développent des modes opératoires sophistiqués basés sur des approches humaines de type ingénierie sociale par exemple, ou basées sur de la techno, ou qui mêlent les deux. Donc on se retrouve vraiment dans un contexte qui est vraiment très compliqué, face derrière à des clients qui ont besoin d'une instantanéité dans les services. On a connu la digitalisation des services depuis maintenant 10-20 ans peut-être, le temps file. Les attaquants, les fraudeurs, ils ont fait exactement la même chose et ils ont encore plus accéléré. Pour revenir sur l'état actuel, en tout cas, de quoi sont constitués les fraudeurs, en quelques mots, on a plusieurs familles. Si je fais d'abord la famille des ce qu'on va appeler les first party fraud, les fraudeurs qui fraudent pour eux-mêmes. Alors certains sont des gentils fraudeurs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se montrer plus beaux qu'ils ne le sont, par exemple pour un établissement de crédit, société financière.
un client ou un prospect qui souhaitera avoir un crédit renouvelable et obtenir un déblocage de financement, lorsqu'on va lui demander de produire une pièce d'identité, un justificatif de domicile ou un justificatif de revenu, il pourrait être tenté, pour vraiment être certain d'obtenir le financement dont il a besoin, de frauder, de commettre une falsification documentaire, une contrefaçon. Ça peut être même juste sur l'adresse postale, hein. Il a déménagé, il a passé dernier papier. Il se trouve que dans certains parcours, on le lui demande aussi à des fins réglementaires. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il va frauder, et c'est un client qui est par définition fragile pour le coup, c'est qu'il a peut-être de bonnes ou de mauvaises raisons de frauder. En tout cas, celui-ci, il va chercher à nous rembourser. Ce qui va plus nous intéresser, ce sont tous les autres fraudeurs qui peuvent être de la first party fraud, donc des attaquants qui vont frauder pour eux-mêmes et là vraiment être en mode tête brûlée, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas rembourser la dette qu'ils commettent si c'est dans le cadre d'un crédit ou sur un paiement qu'ils vont ensuite contester alors qu'ils l'ont réellement fait. Mais on va aussi ensuite avoir tout ce qui va être schéma d'usurpation d'identité ou d'identité synthétique dans lesquels vont se cacher des réseaux. Et là, vraiment, c'est vraiment quelque chose de, j'ai envie de dire, fabuleux. C'est pas le meilleur adjectif, mais c'est vraiment fou ce qui est mis en œuvre par ces organisations. Et pour la dernière partie de la question, qui est l'impact pour Floa ou l'impact pour les entreprises, et comment est-ce qu'on s'adapte. Concrètement, là, il faut réussir à travailler intelligemment, il faut réussir à convaincre en interne et expliquer, avoir de la pédagogie sur ces enjeux et sur ces menaces qui sont invraisemblables. Donc il faut réussir à rendre ces menaces invraisemblables comme étant vraisemblables. Et ensuite, s'organiser, se structurer, être capable d'agir, de réagir, de prévenir et surtout à la fin d'investir. Alors, qui dit investir dit convaincre toute une série d'acteurs dans l'entreprise jusqu'au CEO. Et il faut convaincre le CFO, lui dire voilà, si on ne fait pas ça, on risque de perdre tant d'argent et d'exposer aussi des victimes. Donc tout ce travail-là, c'est un travail de longue haleine que l'on mène depuis des années. Et chez Floa, la fraude est au cœur de l'innovation comme le client. Le client, il est au centre de nos attentions et de notre innovation. La fraude est aussi au cœur de l'innovation pour permettre au client d'avoir une expérience client fluide, parce que sinon il va partir et on sera peut-être amené à en parler un petit peu plus tard. On en reparlera tout à l'heure. Laure, Patricia, quelles solutions pouvez-vous proposer aux acteurs des services financiers pour les aider à faire face à cette professionnalisation et cette complexification des mécanismes de fraude ? Alors, ce qu'on dit souvent chez Honnêtrust, c'est qu'il faut bien différencier le contrôle à l'entrée en relation, qui par définition est visible, de la lutte contre la fraude. Le principe d'un contrôle visible, c'est qu'il est testable. C'est-à-dire, et le fraudeur, leur job à temps plein, c'est de faire des tests à longueur de journée. Maintenant, de plus en plus en masse, puisqu'évidemment, ils sont aidés par les nouvelles technologies, ils sont aidés par la fraude as a service qui permet à des fraudeurs d'équiper d'autres fraudeurs de nouvelles technologies. Et donc, ils sont capables de mieux en mieux d'identifier les failles dans les contrôles, on va dire, visibles qu'on fait. Ces failles, elles peuvent être techniques, elles peuvent être de process, elles peuvent être humaines, elles peuvent être psychologiques, hein, puisque, on le sait, l'ingénierie sociale bat son plein et ça fait partie des failles qui sont aujourd'hui extrêmement exploitées. Donc, la lutte contre la fraude, elle doit être invisible et elle doit être imprévisible. C'est-à-dire que le fraudeur ne doit pas savoir par où on va le détecter. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'il faut aussi qu'on puisse s'appuyer sur des données que le fraudeur ne saura pas modifier facilement, puisque par définition, de la même façon, les fraudeurs de plus en plus facilement peuvent modifier les données qu'on demande lors des contrôles. Et typiquement, la façon dont on le fait chez Honnêtrust, c'est qu'on va analyser ce qu'on appelle l'histoire digitale de l'identité qui se présente. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à ce qui est présenté, l'email, le téléphone, le document. On va aller analyser par des données tiers qu'on va aller rechercher. On va aller analyser l'activité réelle qu'a eu cette identité sur Internet depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est ce qui va nous permettre justement de savoir et de donner un score de confiance et de fiabilité de cette identité et de venir justement compléter les processus de contrôle pour dire, bah là, attention, il y a un risque, ou là, on peut y aller, on n'identifie pas de risque. Et du côté d'Imeral, en fait, ça rejoint pas mal ce qui a été dit, parce que finalement, c'est comment est-ce qu'on peut couvrir les zones d'ombre. Comment est-ce qu'ensuite, quand nous, on est en train de subir des fraudes et on doit les identifier, comment est-ce qu'on peut
couvrir ces zones d'ombre. Ça passe par quelque chose qui peut sembler parfois un peu ambitieuse, de mettre la donnée du client à un endroit, mais puisque consolider cette donnée vient permettre d'avoir une meilleure visibilité, ça permet d'aller plus vite dans l'identification du client en tant que tel, son historique, parce que si c'est un client qui a lancé plusieurs alertes sur les dernières semaines, ça ne demande pas le même contrôle qu'un client qui n'a jamais eu d'alerte. Et donc, il y a une certaine méfiance. Donc, il y a beaucoup de process aujourd'hui qui viennent et qui permettent d'aller éliminer des zones qui sont zones grises aujourd'hui. On n'a pas beaucoup d'informations. Il y a tout ce qui est en temps réel, donc qui passe par la surveillance et les alertes. Parce qu'avoir des alertes en temps réel permet de presque un peu prédire et anticiper que d'autres comportements vont arriver, comme un client qui, sa carte est volée et puis elle est réutilisée une fois, 2 fois, 3 fois. Bien, si les alertes elles arrivent que dans les 24 heures, la carte elle a déjà été utilisée plusieurs fois. Et donc remonter ces informations le plus rapidement possible. Avec une évaluation des risques en temps réel aussi, parce que, comme on le connaît aujourd'hui, un risque client est très souvent figé dans le temps. Il a été fait à l'onboarding et puis son évolution, elle ne prend pas en compte en fait le comportement du client, les risques qui ont été subis, les décisions qui ont été prises en interne. Donc c'est vraiment dans cette construction qui permet à chaque fois de faire un pas de plus vers comment est-ce qu'on peut empêcher, en tout cas une première faute, la deuxième n'arrive pas, et être aussi dans la proactivité face aux clients, puisque souvent eux ils subissent, puis viennent vers les établissements en demandant aidez-moi, et puis ils attendent qu'on les aide, ils attendent qu'on fasse l'investigation. Et enfin, ça passe aussi par des outils d'innovation comme les nôtres, et ce qu'on construit, de créer des choses assez flexibles qui se permettent de s'intégrer dans les comportements et d'évoluer très rapidement. Puisque des outils que nous avons aujourd'hui qui ne permettent pas la flexibilité des règles, du risque dynamique, etc., eh bien, c'est contre-productif, tout simplement, à pouvoir identifier et, encore une fois, réduire au maximum les zones d'ombre. Merci. On parlait tout à l'heure des parcours clients et une question qu'on peut se poser, c'est comment concilier l'exigence d'instantanéité et de rapidité, notamment sur les paiements, avec des mécanismes de contrôle antifraude qui, par nature, nécessitent du temps pour analyser, scorer et parfois bloquer les transactions. Je ne sais pas qui veut commencer, Baptiste, peut-être. Vas-y. Ok. Là, on est vraiment dans un paradoxe, c'est-à-dire que le client ou le prospect, l'utilisateur, il veut un service qui fonctionne, qui a de la valeur et qui lui apporte de la valeur, qui fonctionne tout de suite, qui est simple et qui est immédiat. Et il se trouve que dans les services financiers, le service que vient chercher le client, c'est un produit à haut risque. Si on prend encore une fois un paiement fractionné, vous êtes à la fin de votre panier pour vous acheter des baskets, un lave-linge ou un voyage. Il y a un bouton qui dit payer 3 000 € tout de suite, et puis un autre bouton qui dit payer 1 200 € maintenant, et puis plus tard vous payez le reste en 3 ou en 4 fois. Le client, lui, il va dire voilà, je veux ce service-là où je ne paye pas tout de suite et je le veux maintenant, je ne veux pas donner de documents, je ne veux pas donner ma carte d'identité. En tout cas, si on lui demande, il risque de partir ailleurs. Si on ne lui propose pas l'offre de paiement fractionné, il va aller ailleurs pour bénéficier de ces offres de financement, de facilité de paiement. Et donc à ce moment-là, le client, lui, il a un vrai besoin. Et il se trouve que le marchand aussi, lui, il a un vrai besoin, c'est qu'il veut réussir à vendre ses produits, à rencontrer sa clientèle. Mais tout le monde a besoin du produit tout de suite. Mais au milieu de tout ça, et les fraudeurs, ils font exactement pareil. Ils arrivent aux mêmes endroits, ils arrivent sur les mêmes canaux. Et alors, accessoirement, si l'offre n'est pas bonne, au final, ce qui est bien, c'est que les fraudeurs, ils vont être trop nombreux. Parce que si l'offre n'est pas bonne, ça va intéresser que les fraudeurs. On va avoir un principe d'anti-sélection. Donc ça, c'est aussi un des concepts qui est assez intéressant. Mais si on revient sur le centre du sujet, on se retrouve avec un service qu'il faut proposer tout de suite au client. Le client demande quelque chose d'impossible. Donc, pour y faire face, on n'a pas le choix en fait. Le marché il est là, il faut le prendre, il faut répondre au client, lui proposer quelque chose. Donc à notre niveau, on peut juste lui proposer ce qu'il mérite. C'est un bouton, quelque chose de simple, juste un bouton, une UX super simple
il clique dessus, il a le service. Et en effet, c'est tout le reste. Le bouton peut paraître très simple, mais derrière, il y a toute une complexité qui s'enchevêtre. C'est-à-dire qu'à travers les différents dispositifs qui ont été cités juste avant, le fait d'appeler des API tierces pour avoir des informations supplémentaires, le fait de faire appel à de l'IA, à de la GenAI, à différentes technologies. Et donc, ce que l'on va plutôt avoir tendance à faire, nous, chez Floa, c'est concevoir avec toutes les équipes des parcours clients de A à Z qui sont compatibles avec une sécurisation maximale et un service maximal et une expérience client transparente. Vraiment, le client a son service tout de suite. Le service idéal, et on innove. Et donc pour l'innovation, au niveau de la fraude, ce que l'on a tendance à mettre en place chez Floa, et c'est une mécanique de cybersécurité traditionnelle, c'est un système de défense en profondeur. La défense en profondeur, c'est aussi le modèle est mental, on l'imagine de différentes manières, c'est plusieurs couches qui sont déroulées les unes après les autres en une fraction de seconde, et qui sont toutes plus ou moins poreuses ou étanches, mais traverser l'ensemble des couches, c'est quasiment impossible pour un fraudeur. Et il faut qu'on trouve la bonne combinaison pour que les clients légitimes, eux, traversent tout de suite, et on arrive à ne pas les freiner. Donc tout le challenge pour nous, c'est d'avoir toute cette organisation, cette innovation avec le client qui est au cœur de l'innovation, à qui on doit servir ce service. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, on sait que les deux écueils de l'instantanéité et de la rapidité, c'est soit la fraude si on est trop permissif, soit les faux positifs si au contraire on est trop strict. Donc toute la difficulté, c'est de trouver cet équilibre, et de trouver cet équilibre à travers effectivement des dispositifs progressifs qui vont en première intention laisser passer un maximum de profils, on va dire, qu'on peut whitelister très rapidement de façon simple avec un set de données finalement on va dire simple, en tout cas qu'on va avoir au démarrage directement, et ensuite d'avoir des filets successifs qui vont venir au fur et à mesure whitelister un maximum de personnes pour ne garder à la fin vraiment que là où on a des gros doutes et les risques les plus importants. Typiquement, on va du coup se parler de temps réel évidemment sur toute une partie du flux et sur la grande majorité du flux, et on va se parler ensuite potentiellement de vérifications qui vont se faire dans des temps très courts. On se parle de moins de 2 secondes qui vont permettre par exemple d'aller vérifier l'identité digitale et de se rassurer et de venir là aussi à nouveau whitelister un nombre important de clients, de consommateurs. Et ensuite, on va avoir les dispositifs, on va dire, plus avancés, puisqu'on va pouvoir aller jusqu'à, évidemment, de l'investigation humaine, pour vraiment aller chercher les derniers faux positifs et s'assurer de ne pas laisser de clients fidèles sur le côté. Et très très important en lutte contre la fraude, une dernière étape qui va être de la macro-analyse et de la rétro-analyse. Parce qu'on sait bien que c'est en analysant les flux dans leur ensemble qu'on va être capable de détecter les réseaux naissants, et évidemment, en fin de course, en analysant les impayés, qu'on va voir ce qu'on a laissé passer pour être capable là aussi de retravailler tous nos dispositifs au fur et à mesure, de revoir nos algos, de revoir nos règles et les adapter au fil de l'eau. Donc c'est vraiment un dispositif qui doit être complet, mais qui doit toujours garder en tête d'être le plus rapide possible sur la majorité et de garder le temps nécessaire humain d'analyse sur une petite partie. Alors oui, comme on peut le voir, c'est un équilibre qui est un peu délicat entre le tout. Et donc là où l'effort il est encore à être mis beaucoup, c'est vraiment ne pas opposer l'instantanéité au contrôle. Et donc de pouvoir réagir, c'est compliqué humainement aussi vite que la fraude automatique, elle arrive, mais ça passe. Et à nouveau, par l'analyse en continu. Donc cette analyse en continu qui vient toujours amener à nouveau les alertes, qui est ce client, identifier le client, identifier quel type de client il est, c'est très important. Avoir un scoring, comme on disait, évolutif mais ultra rapide et adaptatif, puisque ça permet déjà de catégoriser le flux des faux positifs. Il est juste immense, spécialement quand vous avez... Il suffit d'avoir un peu de volume, ça peut aller vraiment très vite. Et donc de pouvoir les catégoriser, c'est une partie importante. Et c'est pour ça qu'on a aussi souvent, enfin nous, ce qu'on prône, c'est une approche par couche, puisque les transactions, elles n'ont pas toute la même valeur, que ce soit monétaire ou temps. Ils n'ont toutes pas besoin du même contrôle. Enfin, quoi qu'il soit, la vitesse n'exclut pas le contrôle. Ça fait très auditeur. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mais ça,
demande quand même à anticiper, à adapter en permanence, avoir un scoring hyper performant du client pour pouvoir les traiter comme il se doit, parce que c'est facile de perdre un client qui a subi une fraude, qui a attendu trop longtemps, parce que plus il attend, moins il a de patience, et moins il va être compréhensif de pourquoi ça s'est arrivé. Donc voilà, c'est vraiment le temps réel dans ces opérations a une part importante. Merci à tous. Donc maintenant, on va parler un peu buzzword. Quelles technologies, selon vous, émergentes, vous semblent les plus prometteuses aujourd'hui pour combattre les risques de fraude? Donc on parle d'IA générative, de blockchain. Est-ce que vous en voyez d'autres et ou que vous suivez de près? Je vais répondre. Alors, avant de parler de quelle technologie émergente est vraiment la bonne sur laquelle investir, je pense qu'encore une fois, comme je disais au tout début, je pense que ce qu'on pense aujourd'hui est probablement faux dans 6 mois. Il y a un certain temps, on voyait les face match arriver à fond en se disant mais oui, bien sûr, ça va forcément fonctionner. Et puis on a vu commencer à arriver les premiers deepfakes en se disant mais les solutions elles sont là pour être encore meilleures et les anticiper. Aujourd'hui, on espère que les face match vont réussir à toujours être plus forts que les deepfakes. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment la réponse aujourd'hui. Si on prend l'exemple du MFA, 2FA, authentification à multiples facteurs, il y a une époque, on disait bah voilà, il y a le 3DS où aujourd'hui il faut activer le MFA un petit peu partout parce que c'est pas contournable. Bah, on voit que finalement le fait que le MFA soit sur le chemin critique des paiements, bah, ça a sponsorisé quelque part le détournement du MFA avec des solutions qui ne sont pas du tout techniques. Enfin, on en parlait tout à l'heure dans la session d'avant sur les fraudes aux faux conseillers. Bah, en fait, tout ce qu'on imagine qu'en concevant le parcours client, bah, finalement, on n'a pas le client devant nous, on a le client qui est en train de faire la même chose sur un autre site et qui communique sans le savoir avec le fraudeur par ailleurs. C'est des schémas qu'on n'avait pas... On les avait pensés, et c'est pour répondre à la question dans quelle technologie émergente il faut investir aujourd'hui. En fait, si on investit aujourd'hui sur ces technologies émergentes, on aurait sûrement mieux fait d'investir sur les technologies qui marchent maintenant et de commencer à étudier les technologies émergentes et les schémas émergents pour les bloquer lorsqu'ils seront bien plus massifs. Donc il faut aussi réussir à être pragmatique, adapter les outils à la menace actuelle et avoir un regard devant, à l'horizon, sur les technologies qui vont nous aider pour des menaces de demain. En tout cas, pour revenir aussi sur ma remarque de tout à l'heure, il sera très compliqué de convaincre un CFO ou un CEO qu'il faut investir sur un schéma qui n'apparaît pas aujourd'hui, avec un outil fabuleux, mais qui ne résout pas les problèmes d'aujourd'hui et du compte de résultat de la fin de l'année. Donc, il faut avant tout être pragmatique et oui, pour répondre quand même à la question, nous on a des technologies dans lesquelles on croit, on a la Gen AI sur laquelle on investit, les bases graphes sur lesquelles on investit, des API telco, on a des API tierces, tout ce qui est biocomportemental, on a plein de choses qui reviennent aussi sur ce que tu disais, sur le côté l'attaquant ne doit pas savoir, ou même le client ne doit pas forcément savoir tout ce que l'on contrôle. Alors il a un droit d'information par rapport au RGPD, mais et voilà, donc le plus important, c'est, je pense, d'investir sur la bonne techno au bon moment. J'ajouterais que ce qui caractérise les fraudeurs et ce qui caractérise de plus en plus les fraudeurs avec effectivement la façon dont les nouvelles technologies les aident, c'est les réseaux et c'est la vitesse à laquelle aujourd'hui ces réseaux savent se développer et savent attaquer. Et donc forcément, nos outils doivent s'adapter à ce changement d'échelle finalement de la fraude et des réseaux. Clairement, la data science fait partie pour moi, le premier niveau de défense sur lequel on doit s'appuyer et qu'on fait évoluer justement en ce moment pour être capable de mieux en mieux et de plus en plus vite détecter ces réseaux qui changent très vite. Je citerai 2 choses. Là, évidemment, tout ce qui est graph data science, ce dont tu parlais juste avant, ça c'est vraiment une évolution qui est majeure sur laquelle on travaille tous en ce moment, parce que la graph data science, c'est ce qui nous permet d'identifier autour d'un nœud une multitude de données liées et donc de voir des réseaux émerger très rapidement. Donc on sort de modèles, on va dire, classiques de bases de données reliées entre elles de façon unitaire à vraiment des données organisées autour de nœuds, et c'est en visualisant nos flux
dans ces technos-là qu'on est capable de voir très rapidement les réseaux arriver, les réseaux se développer, et parfois à des niveaux, 5, 6, 7 niveaux au-delà du nœud principal. Donc ça, c'est vraiment dans les choses sur lesquelles qu'on développe, qui sont des choses qui sont très importantes pour la détection, que ce soit pour la détection en temps réel ou semi-réel, vraiment au moment où se fait l'onboarding par exemple, ou que ce soit aussi en visualisation des réseaux par des équipes d'experts, etc. Donc c'est vraiment très utile sur toute la chaîne. Et je prendrai un deuxième exemple qui est ce qu'on appelle les algorithmes de similarité ou de fuzzy matching. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est de la même façon d'être capable de lutter contre des fraudeurs qui sont équipés pour venir changer leur point de données de façon très rapide et de façon microscopique, mais qui les rendent difficilement détectables par les systèmes traditionnels. Donc comment avoir des algorithmes qui sont capables de voir deux éléments qui semblent différents, mais qui pour autant ont soit des patterns de création qui sont les mêmes, soit des éléments qui les rattachent et qui permettent de dire, eh bien là on est face à un réseau qui est en train de changer des micro-data points et donc de cette façon-là de passer au travers des contrôles plus traditionnels ou plus classiques. Donc ça vraiment, c'est pour moi les choses qui sont très importantes pour nous aider à la fois sur, encore une fois, le temps réel, mais aussi sur l'expertise et la rétroanalyse dans un second temps. Oui, c'est la fraude extrêmement sophistiquée, alors qu'aujourd'hui, on a de la technologie qui nous aide à pouvoir faire de la détection. Je peux ne pas parler de l'IA générative, forcément. En tout cas, nous, dans nos modèles, ça nous permet, et ça permet à nos clients, pas de prendre des décisions, on est très attentifs là-dessus, mais d'aider à gagner du temps au contrôle, c'est-à-dire à ramener les signaux, même faibles, au bon endroit, sur le bon moment du profil client, qui leur permet d'estimer, d'y mettre le bon temps. Donc ça, c'est très important. L'utilisation de l'IA, surtout dans la conformité, le risque, quoi qu'il en arrive, les deux paires d'yeux seront toujours là, les 4 yeux seront toujours là, et on aura toujours besoin d'un humain qui parle à un humain, surtout dans le cas où on est en train de subir une fraude. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et c'est comme ça que nous, on le met en place. On peut parler de prédictif, de plein d'autres choses, mais ça reste un peu flou aujourd'hui, ça reste un peu de la science-fiction au niveau de la prédiction. On adorerait savoir quand est-ce qu'on va être fraudé, forcément. Et finalement, je parle aussi un peu de machine learning adaptatif, qui est une technologie de base, mais qui nous permet toujours aujourd'hui de continuer à s'adapter, de continuer à mesurer dans le temps, et aussi d'aider des réseaux qui sont très différents en fait, et de les identifier. Donc, finalement, c'est pas absolument pas parier sur une technologie, mais parier sur plusieurs technologies et de manière intelligente la faire travailler ensemble. Merci à vous. Je vois que le temps là défile. On a un petit chrono. Ce que je vous propose, c'est de conclure. On a vu que la fraude, elle était systémique. Elle touche tout le monde, tous les canaux, tous les profils. La réglementation, elle pose un cadre, mais les solutions viables, elles sont technologiques, intelligentes, interconnectées et surtout collaboratives. Et donc il faut mettre en place une collaboration intelligente entre la technologie et l'humain pour contrer la fraude. Et donc pour conclure, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter dans les 1 minute 43 qui restent. Je vais simplement dire a fortiori, et le a fortiori est important, la collaboration va se faire parce qu'on est à la veille d'une explosion de tous les schémas de fraude, donc on n'aura pas le choix. Je pense que si on veut éviter une forme de confinement financier ou numérique parce qu'on n'est plus capable d'assurer face à cette économie de guerre quasiment, a fortiori, on va devoir collaborer un maximum et tous travailler ensemble. Et je trouve qu'on le fait déjà très très bien. J'ajouterais ce doux mélange entre le visible et l'invisible, entre, encore une fois, le contrôle et la lutte contre la fraude, qui se doit d'être absolument invisible des fraudeurs. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et de bien garder en tête qu'on ne lutte pas contre la fraude avec uniquement des machines, avec uniquement du machine learning. On lutte contre la fraude, l'expertise humaine, elle est indispensable. Et donc ça, c'est des dispositifs qui sont aussi complémentaires et qui doivent absolument fonctionner ensemble. Ça va très bien avec ma conclusion parce que j'allais dire que la technologie doit s'effacer derrière l'excellence opérationnelle et que finalement l'avenir de la conformité
est complexe, hein. Elle doit être rapide, elle doit être anticipée, protéger l'entreprise en même temps, mais surtout, elle doit continuer d'évoluer. Très rapidement, à chaque fois que je parle, je reviens très souvent sur la vitesse. Et la vitesse, elle peut être contre-productive. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas qu'elle exclue les contrôles. Voilà, je répète un petit peu, c'était le point. Merci. Merci à vous. Il nous reste 2 secondes. Donc je propose de conclure maintenant. Un grand merci pour votre participation et bonne continuation à tous. Merci. Merci.